Donc, quelle est la différence entre le hametz et la matzah? Si l'on mélange de la farine, qui est faite à partir de l'une des 5 céréales qu'on a mentionnées précédemment, et qu'on la mélange, ces 5 céréales, à de l'eau, et qu'après on pétrit ce mélange rapidement puis qu'on l'enfourne tout de suite au four, dans le cas où la pâte n'a pas le temps de fermenter. Première situation, vous l'avez compris, on fait ça très vite, tchic-tchac, moins de 18 minutes en tout. La pâte n'a pas eu le temps de fermenter. On a bel et bien pris les 5 céréales, les mêmes celles qui sont de nature à fermenter, mais on n'a pas laissé le temps de fermenter, alors on a la matzah. Là, on a la matzah, c'est cachère. Il y a des gens qui sont un peu étonnés. Mais comment? Mais c'est marrant. La matzah, mais on l'a fait avec de la farine. Mais évidemment. Mais avec quoi tu veux faire de la matzah? C'est forcément que c'est avec de la farine. C'est pas avec des clous que je vais faire de la matzah. Donc c'est avec la farine. Sauf que, avec une farine, avec des céréales qui n'ont pas eu le temps de lever. Telle est donc la matzah qui nous est prescrit de manger à Pessah en souvenir de la sortie d'Égypte. En effet, quand les enfants d'Israël sortirent d'Égypte, ils durent se presser et n'eurent pas le temps de faire monter leurs pâtes. Ils en firent donc des matzot, des pains azim, ainsi qu'il est dit, ils firent de la pâte qu'ils avaient emportée d'Égypte, des gâteaux azim au god matzot, car elle n'avait pas fermenté, parce qu'ils furent expulsés d'Égypte et ne purent s'attarder. C'est ce qu'on voit dans le livre de Shemot, au chapitre 12, verset 39. Eh oui, quand quelqu'un il sait qu'il risque de perdre la vie, il ne va pas jouer au difficile, d'accord? Il se dépêche, il s'en va avant que le dictateur local ne change d'avis. Par conséquent, les céréales qui étaient susceptibles de fermenter à l'époque sont celles-là même par lesquelles on accomplit le commandement de la matzah. Intéressant. Les mêmes qui sont interdites après fermentation sont les mêmes qui sont permises quand elles sont utilisées convenablement. En vérité, c'est toute une leçon de la vie. Toute la vie, elle est comme ça. Une même chose peut être utilisée pour le bien comme pour le mal. Internet peut être utilisé pour le bien comme pour le mal. Peut être utilisé pour des cours de Torah ou pour des programmes inappropriés et pas pudiques. C'est comme ça, tout dans la vie peut être pour le bien et pour le mal. Et après, il faut avoir la capacité de savoir quand on utilise les choses pour le bien et quand il faut s'en détourner. Quant au riz, bien qu'il ressemble aux 5 céréales mentionnées ci-dessus et qu'il soit capable, d'après certains, de gonfler, il n'opère pas une véritable et entière fermentation. Aussi, l'interdit du Hametz ne s'applique pas au riz et ne peut pas accomplir par son biais la mitzvah de consommer la matzah. On ne peut pas faire des matzahs de riz. Alors, je ne parle même pas de la sempiternelle discussion pour nos amis et frères d'origine tunisienne qui, en Tunisie, eh bien, encourageaient le riz parce que c'était, à une certaine époque, l'un des rares aliments qui pouvait être consommé sans conséquences fâcheuses pour l'organisme, alors qu'il y avait eu des maladies et autres. Alors, ils ont autorisé le riz et c'est devenu presque un principe d'identification au passé historique en disant un juif tunisien qui ne mange pas de riz à Pessah, il a l'impression de ne pas avoir fait de Pessah. Donc, il faut absolument lui donner son riz. Bon, pourquoi pas. La plupart des autres communautés n'ont pas l'habitude de manger du riz pour Pessah. Donc ça, c'est une question de minhag. C'est tout. Il n'y a pas lieu de se disputer pendant des heures stupidement pour savoir est-ce que c'est permis ou interdit. Les poskim, ils ont tranché. C'est pas interdit, c'est juste pas recommandé. Et c'est pour ça que ceux qui ont l'usage de ne pas le faire, ils ne le mangent pas. Et ceux qui ont l'usage de le manger, ils ont sur qui s'appuyer, donc ils le mangent. Point final. Maintenant, tant que la pâte... C'est le fameux plat de psuki? Je sais pas. Ma femme, elle est plus forte que moi dans ce domaine. C'est ça? Psoki. C'est ça? Alors, on a des spécialistes. Demandez aux spécialistes. Le psoki, saha. Donc, tant que la pâte se trouve en mouvement, comme elle l'est quand on la pétrit, alors elle ne peut pas fermenter. Mais si elle repose pendant 18 minutes sans mouvement, alors commence le processus de fermentation et tous les interdits liés au Hametz qui s'y appliquent. C'est très intéressant cette description halachique parce qu'elle décrit en même temps
de quelle manière le Yetzer Hara, il s'installe dans la vie d'un juif. Si on laisse au Yetzer Hara le temps de faire son job, le temps d'une paresse, le temps de prendre son temps, le temps d'un endormissement, le temps d'une... Vous comprenez? Alors, une fois qu'on a cassé le rythme, allez, ça y est, on est mort. Mais si au contraire, toujours sur le qui-vive, toujours... Alors là, c'est autre chose. C'est la même chose, c'est la même idée. En un endroit chaud, même en reposant moins de 18 minutes, il peut arriver que la pâte puisse fermenter. On fait référence à des pays chauds comme Israël ou le Maroc, par exemple, ou d'autres encore. Et donc, si l'on voit des fissures dans la pâte qui proviennent d'un gonflement, c'est le signe probable, même certain, d'une fermentation, même si cela s'est fait de moins de 18 minutes qui sont passées sans pétrissage. Et à ce qu'il semble, la pièce était déjà chaude ou la pâte était elle-même chaude, ce qui l'a fait fermenter en moins de temps. Et dans ce cas-là, ce sera interdit. Bon, on a des spécialistes, que ce soit ici ou là, qui connaissent bien cette problématique et qui veillent à faire les choses dans le strict respect de la halakha. On va passer et même terminer pour ce soir sur le 5e point, la destruction et la combustion du Hametz. Destruction et combustion du Hametz.